Une pluie froide d'automne immobilisa la directrice générale d'une entreprise puissante sur une autoroute déserte lorsque sa berline de luxe s'éteignit soudain, sans le moindre avertissement. Elle n'était plus qu'à quelques minutes du rendez-vous le plus important de sa carrière. Un rendez-vous si confidentiel que même son propre conseil d'administration ignorait où il se tiendrait. Puis un vieux pick-up marqué par les années ralentit à sa hauteur. Son conducteur, un père célibataire discret nommé Ethan Rowe, lui proposa de la conduire sans rien demander en retour. Elle hésita, étudia son visage calme à travers la vitre rayée par la pluie, puis accepta enfin, persuadée qu'il n'était qu'un inconnu bienveillant croisant sa mauvaise journée. Pourtant, à mesure que les kilomètres défilaient, de petits détails commencèrent à troubler ses certitudes. Quand Ethan dirigea tranquillement son vieux camion à travers les grilles du domaine privé précis où devait avoir lieu sa réunion secrète, Céleste Ashford comprit, avec un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps, qu'elle ne savait absolument rien de l'homme assis près d'elle. Ce matin-là, Seattle portait son gris de fin d'automne comme une seconde peau. Le ciel était bas et lourd, et la pluie tombait en cette bruine fine et obstinée qui faisait la réputation de la ville. Céleste Ashford était assise à l'arrière de sa Mercedes, faisant défiler la version finale d'un protocole d'accord qui pouvait soit sauver son entreprise, soit la livrer à des inconnus. Elle avait 38 ans, et depuis 6 ans, elle dirigeait Ashford Dynamics avec une discipline qui ne laissait guère de place aux surprises. La réunion du jour ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait affronté jusque-là. Un groupe d'investissement étranger, secret et très sélectif, avait accepté d'envisager un partenariat, mais uniquement à condition que le lieu reste absolument confidentiel. Seule sa directrice juridique, Vivian Cross, femme vive, loyale et discrète, connaissait l'emplacement réel du domaine où se dérouleraient les négociations. Tous les autres, y compris son chauffeur, croyaient qu'il se rendait à une simple visite de site, à 2 villes de là. La voiture tressaillit une fois, toussa, puis se tut complètement sur un tronçon d'autoroute où aucun bâtiment n'était visible, seulement des arbres mouillés et du brouillard s'enroulant bas sur l'asphalte. Céleste essaya de démarrer 3 fois avant d'admettre que le moteur était mort. Son téléphone affichait 4% de batterie et une seule barre de réseau vacillante, qui disparut dès qu'elle tenta d'appeler. Elle sortit sous la bruine, son manteau ajusté sur les épaules, ses talons s'enfonçant légèrement dans le gravier du bas-côté. Là, elle ressentit ce qu'elle s'autorisait rarement à montrer en public, de la peur. La route était vide dans les 2 directions et les minutes qui passaient avaient le goût d'un compte à rebours vers un désastre qu'elle ne pouvait pas se permettre. C'est alors qu'un vieux pick-up Ford apparut dans la brume. Son moteur bourdonnait avec la patience particulière d'une machine construite des décennies plus tôt et entretenue avec soin depuis. Le camion ralentit, s'arrêta quelques mètres devant elle, puis la portière du conducteur s'ouvrit. Un homme en descendit sans se presser. Il portait une simple veste en flanelle et des bottes de travail usées. Ses cheveux étaient humides de pluie, mais cela ne semblait pas le déranger. Il regarda la voiture immobilisée, puis Céleste, avec une expression qui ne contenait ni jugement ni curiosité déplacée, seulement une inquiétude élémentaire. « Vous avez besoin d'aide » demanda-t-il d'une voix basse et posée, le genre de voix qui n'avait pas besoin de s'élever pour être entendue. Céleste hésita, repassant mentalement tous les avertissements qu'on lui avait donnés sur les inconnus rencontrés sur des routes désertes. Mais la pluie redoublait, son téléphone allait s'éteindre, et l'homme ne fit pas un pas vers elle. Il ne tenta pas de réduire la distance qui les séparait avant qu'elle ne décide de le faire elle-même. Quelque chose dans son immobilité lui disait qu'il ne représentait pas une menace, sans qu'elle eût été capable d'expliquer pourquoi. Elle pensa à la réunion, aux heures consacrées à la préparer, à l'accord qui assurait l'avenir de son entreprise ou la laisserait vulnérable. Finalement, contre tous les réflexes que sa fonction lui avait appris à suivre, elle acquiesça. « Oui, dit-elle, je crois que oui. » Elle monta sur le siège passager du vieux camion. La portière se referma derrière elle dans un lourd claquement rassurant, l'isolant de la pluie, et sans qu'elle le sache encore, de la version de sa vie qu'elle croyait comprendre à peine 1 heure plus tôt. Céleste garda son sac serré contre ses genoux et son corps légèrement tourné vers la portière, l'attitude de quelqu'un prêt à partir au premier signe de danger. Elle supposa, sans vraiment y réfléchir, que l'homme à côté d'elle était ouvrier ou artisan, quelqu'un qui réparait des choses pour gagner sa vie et conduisait un camion parce qu'un camion était pratique. Elle lui indiqua le chemin vers le domaine sur un ton bref et professionnel, prenant soin de ne pas préciser qui elle était ni pourquoi elle devait s'y rendre. Ethan hocha simplement la tête, vérifia ses rétroviseurs et ramena le pick-up sur l'autoroute mouillée avec l'aisance tranquille d'un homme qui avait parcouru cette route, ou des routes semblables 1000 fois auparavant. Pendant plusieurs minutes, aucun d'eux ne parla. On n'entendait que le rythme régulier des essuie-glaces et le souffle des pneus fendant l'eau stagnante. Ce fut Ethan qui rompit le silence, mais non avec une banalité sur la météo ou la panne de sa voiture. Il évoqua presque en passant un retard dont il avait lu l'existence, touchant les livraisons de semi-conducteurs en provenance d'Asie, et expliqua qu'il risquait de perturber les calendriers de production jusque bien après l'année suivante. Céleste se tourna vers lui et le regarda vraiment pour la première fois.
Elle était surprise qu'un homme en veste de flanelle au volant d'un pick-up suivît les chaînes d'approvisionnement mondiales avec la même aisance que son directeur financier. Elle lui posa une question précise sur l'exposition au risque de taux d'intérêt, presque comme une épreuve, s'attendant à une réponse vague ou hésitante. Au lieu de cela, Ethan répondit avec le calme et la précision de quelqu'un qui comprenait non seulement les chiffres, mais aussi les décisions humaines qu'il recouvrait. Il parla d'allocation du capital et de cycle d'investissement à long terme avec la même simplicité qu'un autre homme aurait parlé de pêche. Il parla des chaînes de production et du coût des matériaux, de la différence entre une entreprise qui survit à un ralentissement et celle qui s'en sert pour devenir plus solide. Céleste se surprit à se pencher légèrement en avant, déstabilisé par la clarté de sa pensée. Ce qui la frappa le plus, pourtant, ne fut pas ce qu'il disait, mais ce qu'il ne disait pas. Il ne lui demanda jamais quel était son métier. Il ne chercha ni son nom ni son titre. Il ne tenta jamais de l'impressionner avec une histoire sur ses relations ou ses réussites. La plupart des gens, lorsqu'ils apprenaient qu'elle voyageait à l'arrière d'une Mercedes avec chauffeur, faisaient de grands efforts pour paraître important devant elle. Ethan conduisait des deux mains, ferme sur le volant, les yeux sur la route, et ne donnait son avis que lorsque la conversation l'y invitait. Le reste du temps, le silence lui convenait parfaitement. L'absence de toute volonté de l'impressionner était, étrangement, ce qui l'impressionnait le plus. Lorsque le camion ralentit derrière une file de circulation arrêtée près d'une déviation de chantier, Céleste lui demanda presque malgré elle comment un homme conduisant un tel véhicule avait acquis autant de connaissances sur les marchés financiers. Ethan haussa légèrement les épaules. Il dit seulement qu'il avait passé des années à lire tout ce qui lui tombait sous la main. La curiosité avait toujours compté davantage pour lui que les diplômes, et le monde, selon lui, récompensait souvent les personnes attentives plutôt que celles qui attendaient qu'on leur dise ce qui comptait. Il parla d'un petit atelier d'ingénierie qu'il conservait encore derrière chez lui, où il bricolait des prototypes n'ayant aucun lien avec une entreprise ni avec une échéance, simplement parce que construire de ses mains lui avait toujours éclairci l'esprit. Céleste, qui n'avait rien fabriqué de ses propres mains depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, éprouva une envie curieuse pour cette liberté. La liberté de créer uniquement pour créer, sans conseil d'administration attendant de juger le résultat. Elle lui demanda avec précaution s'il n'avait jamais souhaité davantage que la vie tranquille qu'il décrivait. Plus de reconnaissance, plus d'ampleur, une réussite visible comme celle qu'elle-même avait passé des années à poursuivre. Ethan prit la question au sérieux avant de répondre qu'il avait autrefois mesuré sa valeur comme la plupart des gens, au titre, aux manchettes et à la taille des chiffres accolés à son nom. Puis il avait découvert à quelle vitesse tout cela pouvait devenir une cage plutôt qu'une récompense. Il n'en dit pas davantage, et Céleste ne le pressa pas, sentant que l'expérience qui lui avait enseigné cette leçon n'était pas de celle qu'il offrait facilement à une inconnue. La circulation se fluidifia et le camion avança de nouveau. La conversation se posa dans un silence confortable qui, à la surprise de Céleste, lui parut bien moins gênant que celui qu'elle supportait habituellement avec des personnes qu'elle connaissait depuis des années. Dans la lumière grise, elle observa son profil, les callosités de ses mains, la montre simple à son poignet, l'absence totale d'affectation dans tout ce qu'il faisait. Elle commença à se demander quel genre d'homme pouvait porter autant de savoir avec une telle légèreté. Mais avant qu'elle ne puisse poser une autre question, Ethan ralentit et tourna sur une étroite route privée qu'elle reconnut aussitôt, une route qu'elle avait mémorisée sur une carte reçue par message chiffré la veille au soir. Le souffle de Céleste se coupa. Lorsque le camion s'engagea sans heurts sur cette route privée, si obscure que même son assistante de planning n'en avait pas le nom dans ses dossiers, elle se redressa. Son assurance précédente commençait à se fissurer. C'était la route qui menait au domaine, le seul lieu de toute la région où devait se tenir sa réunion confidentielle, un lieu connu de quelques personnes seulement, toutes tenues à une discrétion absolue. Elle se tourna vers Ethan, cherchant sur son visage calme une explication, un signe qu'il s'agissait d'une coïncidence. « Vous êtes certain de prendre la bonne route ?» demanda-t-elle en tentant de dissimuler l'alarme dans sa voix. « Cette route ne mène à aucun endroit public. » Ethan lui jeta un bref regard. Une trace d'amusement effleura le coin de sa bouche avant qu'il ne reporte les yeux sur la route. « Non, dit-il simplement, je ne suis pas perdu. » Il n'ajouta rien, ni explication, ni excuse, ni effort pour apaiser la tension qui envahissait désormais l'habitacle. Il continua à conduire avec la même assurance tranquille que depuis le début, comme si cette route privée lui était aussi familière que son allée. L'esprit de Céleste s'emballa en possibilités, chacune plus étrange que la précédente, tandis que les arbres s'ouvraient sur un long mur de pierre qu'elle reconnut sur les photographies de la propriété que Vivien lui avait montrée, sous la plus stricte confidentialité, quelques jours plus tôt. La pluie continuait de crépiter en fine et brune sur le pare-brise, floutant le monde extérieur, mais le mur devant eux était indubitablement réel. Quelques minutes plus tard, le camion approcha d'une grille en fer encadrée de 2 agents de sécurité en imperméable sombre, le genre de dispositif privé normalement réservé aux chefs d'État ou aux milliardaires qui plaçaient leur intimité au-dessus de presque tout. Céleste se prépara aux questions inévitables,
à la demande d'identification, à l'explication embarrassante sur le fait que la directrice générale d'Ashford Dynamics arrivait non pas dans la berline noire prévue, mais dans un pick-up vieux de plusieurs décennies. Pourtant, un des gardes s'avança, regarda à travers le pare-brise et leur fit simplement signe de passer. Il ne posa pas une seule question et ne vérifia même pas l'identité d'Ethan. Celeste le fixa pendant qu'il franchissait la grille, certaine qu'il y avait erreur, qu'un oubli serait corrigé dès que quelqu'un réaliserait qu'il se trouvait réellement au volant. Mais aucune alarme ne retentit, aucune radio ne grésilla pour rectifier l'ordre, et la grille se referma doucement derrière eux, comme si ce camion avait autant sa place ici que n'importe quel autre véhicule. Elle regarda Ethan à nouveau et surprit alors quelque chose de nouveau dans son expression. Un amusement discret, presque privé, qui suggérait qu'il avait attendu exactement sa réaction et avait une fois de plus choisi de se taire. Ce qui l'inquiétait le plus n'était pas la facilité avec laquelle ils avaient franchi le contrôle, mais la façon dont le second garde, près de la guérite, avait incliné la tête vers Ethan avec un geste qui ressemblait sans équivoque à du respect. Ce n'était pas l'attitude d'un homme saluant un inconnu, mais celle de quelqu'un reconnaissant une personne dont il attendait la présence, peut-être même qu'on lui avait ordonné d'accueillir. Le pouls de Céleste s'accéléra. Sa compréhension soigneusement ordonnée de cette journée se fissurait jusque dans ses fondations. Pendant tout le trajet, elle avait cru être celle qui rendait service à un inconnu aimable en acceptant son aide. À présent, elle ne savait plus qui aidait qui. Le camion avança sur une allée de gravier bordée de conifères dégoulinants. La maison principale se dressait devant eux dans la brume, vaste et silencieuse, exactement comme les photographies l'avaient promis. Mais au lieu de poursuivre vers le modeste parking visiteur près des marches, Ethan guida calmement le pick-up vers un petit parking plus proche de la maison, marqué d'une discrète enseigne aux lettres dorées, réservé. Les mains de Céleste se crispèrent sur la sangle de son sac quand le vieux camion se glissa dans une place, entre deux berlines noires élégantes qui semblaient appartenir à des gens bien plus importants qu'un homme en veste de flanelle. Céleste descendit dans l'air froid et humide, lissant son manteau et tentant de recomposer la persona de dirigeante assurée qu'elle avait lentement perdue pendant le trajet. Elle s'attendait à des regards perplexes, peut-être à une redirection polie mais ferme de la part du personnel, qui se demanderait pourquoi un homme en bottes de travail s'était garé dans l'espace réservé. Au lieu de cela, dès qu'Ethan referma sa portière, un petit groupe près de l'entrée se tourna vers lui, et leurs visages passèrent du professionnalisme neutre à quelque chose qui ressemblait à un véritable accueil. Parmi eux se trouvait Marcus Doyle, directeur des opérations de l'entreprise, dont l'expression se troubla d'une surprise manifeste, et Vivien Cross, dont le sourire composé disait que, contrairement à tous les autres, elle n'était pas le moins du monde étonnée par ce qu'elle voyait. Marcus s'avança le premier, le regard allant rapidement de Céleste à Ethan, comme s'il cherchait à résoudre une équation refusant de tomber juste. Durant le court instant avant que quiconque ne parle, Céleste supposa qu'Ethan devait être une sorte de consultant technique, discrètement invité pour un problème d'ingénierie dont on ne l'avait pas informé. C'était la seule explication qui semblait correspondre à l'étrange changement d'atmosphère, le seul récit qui lui permettait de conserver une version raisonnable de sa matinée. Mais personne ne donna cette explication, ni aucune autre. Le silence dura juste assez longtemps pour paraître délibéré. Ethan, lui, resta exactement comme dans le camion, calme, sans prétention. Il adressa un simple signe de tête au petit groupe avant de se diriger vers l'entrée d'un pas ordinaire et sans hâte. Il n'accepta pas le parapluie qu'un membre du personnel lui tendit, n'attendit pas qu'on lui ouvre une porte. Lorsqu'un jeune voiturier s'approcha au sujet du camion, Ethan lui dit seulement qu'il se garerait lui-même. « Merci », ajouta-t-il, puis il fit exactement cela avec la même efficacité silencieuse qu'il apportait à tout le reste. Céleste le regarda revenir du petit parking réservé, les épaules détendues, nullement troublée par l'attention qui se concentrait désormais sur lui. Elle marcha aux côtés de Vivien vers l'entrée et baissa la voix pour poser la question qui lui brûlait les lèvres. Mais Vivien lui offrit seulement un sourire complice et répondit que tout deviendrait clair assez tôt. Céleste voulut insister, exiger immédiatement des réponses. Pourtant, la certitude calme de Vivien lui fit comprendre que cela ne servirait à rien, sinon à révéler à quel point elle comprenait peu de choses pour l'instant. La pluie n'était plus qu'une fine bruine quand elles atteignirent l'entrée couverte. À l'intérieur, des lumières chaudes se répandaient sur les sols polis et éclairaient une assemblée bien plus grande et plus importante que la petite réunion privée à laquelle Céleste s'était attendue. L'intérieur du domaine avait été transformé en ce qui ressemblait à un sommet discret, mais formel, avec des représentants de plusieurs sociétés que Céleste reconnut aussitôt de nom, tous réunis sous le prétexte d'une négociation confidentielle unique. Elle eut à peine le temps de mesurer l'ampleur de ce qui se passait qu'un grondement mécanique se mit à vibrer contre les hautes fenêtres donnant sur la pelouse arrière. Il enfla progressivement jusqu'à devenir impossible à confondre. Toutes les têtes de la salle se tournèrent vers le bruit et, à travers les vitres striées de pluie, Céleste vit un hélicoptère noir et élégant descendre avec grâce sur une aire d'atterrissage marquée à l'extrémité de la propriété. Ses pales découpaient la brume en larges arcs réguliers. La salle se figea dans un silence d'attente quand la porte de l'hélicoptère s'ouvrit.
Un homme grand, vêtu d'un manteau impeccablement taillé, en descendit, accompagné de 2 assistants qui se déplaçaient avec l'efficacité habituelle de ceux qui ont l'habitude de protéger quelqu'un d'important. Celeste le reconnut dans les publications financières. Il était le dirigeant reclus de l'un des plus grands consortiums internationaux d'investissement au monde, un homme qui se présentait presque jamais en personne à des réunions, quelle qu'en soit l'importance. Instinctivement, elle se redressa, prête à avancer en tant que directrice générale de l'entreprise dont l'avenir dépendait de cette négociation. Elle était certaine que tous les regards, y compris le sien, se tourneraient vers elle dès qu'il franchirait le seuil. Pourtant, au moment où l'investisseur entra dans le hall principal, son regard balaya brièvement les invités réunis avant de se poser, avec une intention évidente, directement sur Ethan. Il traversa la salle en quelques longues enjambées, ignora les mains tendues de 2 autres dirigeants sur son passage, puis rejoignit Ethan avec chaleur et une familiarité évidente. Il lui serra fermement la main, lui parlant sur un ton réservé à de vieux amis plutôt qu'à de nouvelles connaissances. Marcus, debout près de Céleste, sembla se raidir presque imperceptiblement. Sa mâchoire se contracta lorsqu'il commença à comprendre que quelque chose de fondamental, dans cette journée, venait de lui échapper et se déplacer au-delà de son contrôle. Qui est-ce exactement ? Finit-il par demander en se tournant vers Vivien. Sa voix était basse, mais assez vive pour être entendue. Personne ne lui répondit, pas tout de suite. Le silence qui suivit parut plus lourd que n'importe quelle explication. Vivien observa seulement la scène avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui savait depuis très longtemps que ce moment arriverait. Céleste resta figée à quelques pas, regardant ce puissant investisseur s'adresser à Ethan comme s'il se partageait une histoire antérieure à toutes les personnes présentes. Le personnel commença à guider discrètement les invités vers la grande salle de conférence où devaient débuter les travaux officiels, et Céleste avança presque en pilote automatique. Son esprit peinait encore à concilier l'homme du pick-up avec celui qui recevait maintenant l'attention personnelle de l'un des investisseurs les plus puissants du monde. De grands écrans le long du mur du fond s'allumèrent et affichèrent l'ordre du jour, puis la liste des participants clés, qui défilaient dans un ordre soigneusement choisi pour que tous puissent la voir. Céleste parcourut les noms rapidement, s'attendant à voir le sien en premier, comme il convenait à la directrice générale de l'entreprise qui avait le plus à gagner ou à perdre selon ce qui serait décidé dans cette salle. Mais le tout premier nom, affiché en lettres nettes et volontaires, était Ethan Rowe. Il n'était pas présenté comme invité ni comme consultant, mais comme partie principale aux discussions. Son titre restait masqué derrière une petite icône que tout le monde dans la salle semblait comprendre, sauf elle. Celeste eut l'impression que le sol s'inclinait légèrement sous ses pieds, bien qu'elle restât parfaitement immobile. Son visage reprit la neutralité maîtrisée qu'elle avait perfectionnée durant des années dans des salles de conseil bien moins étranges que celle-ci. Elle se tourna instinctivement vers Ethan, cherchant une explication dans son regard, une reconnaissance de ce qu'elle venait de voir. Mais il lui offrit seulement la même expression calme et impénétrable qu'il portait depuis l'instant où il était descendu de son camion sur l'autoroute vide. La salle parut retenir son souffle autour d'elle, le murmure des conversations devint un bruit de fond tandis que Céleste fixait l'écran, comme si elle voulait obliger les lettres à former quelque chose de logique. Elle repensa à chaque kilomètre du trajet, à chaque commentaire détaché des temps sur les marchés et les chaînes d'approvisionnement, à chaque moment où elle l'avait sous-estimé en silence à cause de son camion et de ses vêtements simples. Une clarté froide et douloureuse commença à s'installer en elle. Elle comprenait qu'elle avait passé toute la matinée à être testée, évaluée et mesurée discrètement par celui qu'elle croyait avoir besoin de son aide. Vivien finit par s'approcher et baissa la voix pour expliquer ce que presque personne, dans la salle, ne saisissait entièrement. Ethan Rowe, lui dit-elle, était l'un des cofondateurs originels du fonds d'investissement que Céleste courtisait depuis des mois. C'était lui qui avait contribué à concevoir sa technologie fondatrice et qui détenait plusieurs des brevets essentiels rendant possibles ses investissements les plus précieux. Des années auparavant, il avait quitté la partie publique de l'activité. Il avait choisi de vivre simplement, de n'accepter que les projets d'ingénierie qui l'intéressaient vraiment et de laisser son nom disparaître doucement des manchettes qui l'avaient autrefois célébré comme l'un des esprits les plus brillants de l'industrie. Presque personne, en dehors d'un petit cercle de confiance, ne savait à quoi il ressemblait désormais. Il évitait délibérément les caméras, les conférences et l'exposition publique qui rendaient si facile à reconnaître la plupart des hommes prospères. Céleste reçut cette information en silence, revivant chaque kilomètre du trajet sous ce jour nouveau et dérangeant. Elle se souvint de l'aisance avec laquelle Ethan avait parlé des retards de semi-conducteurs et de l'allocation du capital, de la manière dont il n'avait pas une seule fois cherché à l'impressionner, alors qu'il possédait visiblement une compréhension de son industrie supérieure à celle de la plupart de ses hauts dirigeants réunis. Elle se souvint aussi qu'il ne lui avait jamais demandé son nom ou son titre, qu'il n'avait jamais tenté de deviner qui elle était, se contentant d'aider une inconnue bloquée au bord d'une autoroute pluvieuse. Rien de tout cela n'avait été une mise en scène, comprit-elle alors, et rien n'avait été accidentel non plus,
même si elle ne parvenait pas encore à définir ce que cela avait réellement été. Vivien poursuivit à voix basse. La décision d'Ethan de se retirer des années auparavant avait suivi une période difficile de sa vie personnelle, une période qui lui avait appris combien la version publique du succès pesait peu lorsqu'on la comparait au moment plus calme d'une journée ordinaire. Il avait traversé un divorce qui ne lui avait laissé aucun enfant à élever, mais lui avait donné une appréciation profonde de la solitude et de la simplicité, qui ne l'avait plus jamais quitté. Au lieu de reconstruire une image publique, il avait choisi de ne garder qu'un petit cercle de collègues fiables et de ne travailler que sur des projets dont le défi technique l'intéressait réellement, plutôt que sur ceux qui promettaient des manchettes ou des profits. Vivien n'avait collaboré avec lui qu'à 2 reprises au fil des ans, toujours sous une confidentialité stricte. Même elle avait été surprise d'apprendre qu'il serait présent ce jour-là, car sa participation à quelque réunion que ce soit était d'ordinaire organisée par des intermédiaires qui protégeaient sa vie privée à chaque étape. Céleste écoutait avec une humilité croissante. Elle voyait à quel point ses idées sur la richesse, la compétence et l'apparence avaient guidé son jugement dans les premières secondes passées avec cet inconnu sur une route vide. Elle pensa à toutes les autres personnes, employés, fournisseurs, simples connaissances, qu'elle avait peut-être jugées aussi vite et aussi mal au fil des années, seulement parce qu'elles ne se présentaient pas sous la forme que le monde lui avait appris à associer au succès. Cette pensée était inconfortable, d'autant plus qu'Ethan comprenait clairement les suppositions qu'elle avait faites à son sujet, et avait choisi de les laisser se déployer au lieu de la corriger immédiatement. Pendant ce temps, Marcus s'était fait très silencieux. Son assurance précédente avait laissé place à une immobilité calculatrice que Céleste connaissait pour l'avoir vu manœuvrer dans la politique des conseils d'administration pendant des années. Il s'excusa brusquement, marmonna quelque chose à propos des préparatifs à vérifier et disparut vers un couloir latéral avec une hâte un peu trop urgente pour ne pas attirer l'attention. Céleste le regarda partir, enregistrant ce détail sans encore en comprendre l'importance. Son attention revint cependant vers l'avant de la salle lorsque les travaux officiels commencèrent enfin. Marcus reparut au moment où l'on préparait les remarques d'ouverture. Il se déplaçait discrètement parmi un petit groupe d'assistants sur le côté de la salle. Sa voix était assez basse pour n'être entendue que des personnes proches de lui. Sous un bras, il portait une mince chemise, le genre de dossier contenant des documents complémentaires, qu'on ne présente que si une discussion exige un contexte supplémentaire. Depuis l'autre côté de la pièce, Céleste remarqua la tension dans ses épaules, la façon dont ses yeux revenaient sans cesse vers Ethan dès qu'il pensait que personne ne l'observait. Elle connaissait cette posture, celle d'un homme qui se prépare à remodeler un récit avant qu'il ne s'impose. Vivien la remarqua aussi. Son expression se durcit. Elle s'excusa discrètement, se rapprocha du petit groupe que Marcus avait constitué et se plaça assez près pour entendre sans attirer l'attention. Ce qu'elle entendit confirma un soupçon qu'elle examinait silencieusement depuis des semaines, depuis que certains documents financiers avaient traversé son bureau avec des incohérences trop précises pour être accidentelles. Marcus avait l'intention d'introduire dans la réunion des chiffres falsifiés. De subtiles modifications destinées à jeter le doute sur le rôle d'Ethan et, par extension, à compromettre le partenariat même que Céleste cherchait à sécuriser depuis des mois. C'était un pari calculé, fondé entièrement sur l'idée que personne n'examinerait les documents assez attentivement pour remarquer les anomalies enfouies en eux. Céleste ne connaissait pas encore les détails, mais elle sentit que quelque chose avait changé. Durant une courte pause des travaux, elle entraîna Vivien à l'écart et lui demanda directement ce qui se passait. Vivien n'hésita qu'un instant avant de lui dire ce qu'elle savait. L'expression de Céleste se durcit de cette colère particulière que suscite une trahison découverte trop tard pour être entièrement empêchée. Plutôt que de confronter Marcus immédiatement, les deux femmes décidèrent de laisser les événements avancer un peu. Elles avaient confiance que la vérité, une fois révélée, pèserait bien davantage que toute accusation lancée à la hâte. Céleste reprit donc sa place avec un visage parfaitement composé, même si son esprit calculait déjà plusieurs coups à l'avance et mesurait la façon dont les minutes à venir pouvaient tout transformer. Ethan, de son côté, semblait totalement indifférent à la tension qui montait autour de lui. Son attention demeurait calmement fixée sur les documents de présentation devant lui, et non sur les échanges chuchotés au bord de la salle. Lorsque Marcus se leva enfin pour parler et introduisit son dossier sur un ton de préoccupation bien rodé, Ethan se contenta d'écouter. Son expression ne trahit ni défense ni inquiétude. Céleste l'observait, attendant une fissure dans son calme, un signe que les manœuvres de Marcus avaient atteint leur cible. Mais Ethan accueillit les accusations cachées dans les remarques soigneusement choisies de Marcus avec une patience silencieuse et mesurée qui sembla troubler Marcus bien plus que n'aurait pu le faire une contre-attaque. La vérité a une façon d'arriver exactement quand on en a besoin, dit simplement Ethan. Sa voix, calme, trancha nettement la tension de la salle. L'assurance de Marcus vacilla un instant. La plupart des personnes présentes auraient pu manquer cette hésitation, si elles ne l'avaient pas déjà observée avec attention. Pourtant, il continua. Il posa sa chemise sur la table et commença à citer les chiffres modifiés qu'elle contenait. Sa voix prit de l'ampleur, comme si une confiance affichée pouvait remplacer l'exactitude.
Céleste échangea un regard bref avec Vivien. Celle-ci fit le plus léger signe de tête vers un technicien discrètement posté près de l'écran principal. C'était un signal qui avait clairement été prévu pendant les minutes précédant la reprise de la séance. L'écran vacilla une fois, puis se stabilisa, prêt à montrer quelque chose qui allait changer toute la direction de la réunion. Les lumières baissèrent légèrement lorsque l'écran s'anima complètement et qu'un enregistrement vidéo commença. Les images étaient claires et accablantes. Elle montrait Marcus, plusieurs semaines auparavant, assis tard le soir dans son bureau, modifiant des données financières sur son moniteur tout en parlant à voix basse au téléphone de la nécessité, selon ses propres mots, d'ajuster certains chiffres avant que quelqu'un ne remarque les écarts. L'enregistrement se poursuivit et révéla un schéma de rapport manipulé remontant sur plusieurs mois, des pertes dissimulées sous des résumés soigneusement rédigés, et au moins 3 contrats, dont les conditions avaient été secrètement modifiées après signature, sans autorisation appropriée du conseil d'administration. Céleste regarda la vidéo avec une angoisse qui se resserrait en elle. Elle comprenait que ce que Marcus avait caché dépassait de très loin une seule chemise falsifiée, préparée pour cette réunion. Des exclamations parcoururent la salle pendant que les images défilaient. Membres du conseil et investisseurs se penchaient vers l'avant. Leurs visages passaient de la confusion à l'incrédulité, puis à une indignation silencieuse. Marcus resta figé au bout de la table. Toute sa confiance s'était vidée de son visage. Sa bouche s'ouvrait et se refermait sans produire le moindre mot susceptible d'expliquer ce que tous venaient de voir. Vivien se leva avec calme et s'adressa à la salle avec l'autorité mesurée de quelqu'un qui s'était préparé à cet instant précis. Elle expliqua qu'une enquête interne était menée discrètement depuis plusieurs semaines, après les irrégularités qu'elle avait remarquées dans les déclarations trimestrielles. Sans dramatiser, elle confirma que le conseil recommanderait la suspension immédiate de Marcus, en attendant un examen complet et approfondi de chaque contrat et de chaque document passé par son bureau. Céleste resta très immobile durant toute cette scène. Sa colère première envers Marcus s'entremêlait désormais avec un sentiment plus profond et plus inconfortable, tourné contre elle-même. Elle se souvenait des innombrables fois où elle avait fait confiance à son jugement sans question, s'en remettant à son expérience parce qu'il était présent dans l'entreprise depuis ses premiers jours. Mais surtout, dans cet instant de honte, elle pensait à Ethan et à la manière dont elle l'avait complètement mal jugé dans les premières minutes de leur rencontre, pour rien de plus que le camion qu'il conduisait et les vêtements simples qu'il portait. Cette prise de conscience lui pesait dans la poitrine, aggravée par le fait qu'Ethan avait su dès le début comment elle le lisait. À mesure que la réunion touchait naturellement à sa fin, la sécurité escorta Marcus hors de la propriété. Ses protestations se firent de plus en plus faibles alors qu'on le conduisait par une sortie latérale, loin des invités rassemblés. Les autres dirigeants commencèrent à rassembler leurs affaires, discutant à voix basse du tournant extraordinaire qu'avait pris l'après-midi. Vivien circulait efficacement parmi eux, répondant aux questions et rassurant les investisseurs anxieux avec un calme professionnel. Ethan se leva sans la moindre mise en scène, récupéra un unique dossier contenant ses propres documents et se dirigea vers la porte. Il adressait des signes de tête polis à ceux dont il croisait le regard, mais évitait le groupe grandissant d'admirateurs désireux de lui parler maintenant que son identité était connue. Céleste le regarda aller vers la sortie et ressentit le besoin soudain, urgent, de le rejoindre avant qu'il ne disparaisse. Avant que l'étrange magie de la matinée ne se dissolve tout à fait dans le quotidien ordinaire des affaires. Elle s'excusa rapidement auprès du petit cercle de dirigeants qui réclamaient son attention, puis se hâta après Ethan. Elle le rattrapa au moment où il atteignait l'entrée couverte, là où la pluie s'était adoucie en une très légère bruine. Elle l'appela par son nom. Il se retourna sans surprise, comme s'il avait à moitié prévu qu'elle le suivrait. Pendant un instant, il ne dit rien. Le bruit du rassemblement derrière eux se perdit à l'arrière-plan tandis qu'ils se faisaient face sous le ciel gris et tranquille. Céleste rompit enfin le silence. Elle le remercia vraiment pour le trajet, pour sa patience et pour avoir supporté une route entière durant laquelle elle l'avait, sans s'en rendre compte, considéré comme bien moins important qu'il ne l'était. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez » demanda-t-elle. Sa voix était plus douce à présent, dépouillée de la dureté professionnelle qu'elle apportait d'ordinaire dans chaque conversation. Ethan réfléchit un moment. Son expression était pensive, non défensive. « Si je vous l'avais dit dès le départ, répondit-il, vous auriez regardé un titre, pas une personne. » Il s'interrompit, jeta un bref regard au domaine derrière lui, puis revint à elle. Les gens ont rarement la possibilité d'être vus pour ce qu'ils sont, sans que le poids de ce qu'ils ont construit s'attache à chacune de leurs paroles. Céleste reçut ces mots en silence. Elle y reconnut une vérité dérangeante sur sa propre vie, sur le soin avec lequel elle contrôlait chaque interaction afin de décider exactement quelle part d'elle-même elle révélait et à qui. Elle pensa aux nombreuses conversations de ces années où l'autre personne s'adressait manifestement à sa fonction plutôt qu'à elle. Elle savait combien ce genre d'attention pouvait être fatigant et solitaire. Pour la première fois de la journée, elle rangea complètement son téléphone dans la poche de son manteau, sans le consulter, et lui proposa, avec une impulsivité inhabituelle,
de marcher quelques minutes ensemble avant que les voitures ne ramènent tout le monde en ville. Ethan accepta. Tous deux commencèrent à avancer lentement sur le chemin de gravier bordant les jardins du domaine. La pluie tombait doucement autour d'eux et aucun ne semblait pressé de revenir au bruit et au cérémonial qui les attendait à l'intérieur. Ils parlèrent non pas d'affaires, de contrats ou de chaînes d'approvisionnement, mais de choses plus petites et plus silencieuses, le genre de conversation que Céleste réalisa qu'elle s'accordait rarement avec qui que ce soit. Elle se surprit à rire à propos d'une remarque d'Ethan sur l'obstination de son camion à refuser de démarrer les matins froids, malgré des années d'entretien attentif. Le son de son rire la surprit presque autant qu'il sembla le surprendre, lui. Quand ils revinrent vers la maison principale, quelque chose avait changé entre eux, de manière subtile mais indéniable, le début d'une compréhension pour laquelle aucun des deux ne possédait encore les mots. À un moment du chemin, Céleste lui demanda s'il regrettait parfois la version de sa vie où son nom paraissait dans les journaux et où son avis comptait dans chaque salle de conseil importante. Ethan réfléchit, puis secoua lentement la tête. Ce qu'il avait gagné en calme comptait bien plus pour lui que ce qu'il avait perdu en reconnaissance. Il ajouta que la plupart des gens passaient toute leur carrière à chercher à être vus, alors que la compétence la plus difficile et la plus précieuse consistait à apprendre à voir véritablement les autres, sans laisser les titres ni les apparences s'interposer. Céleste se tut après cela et retourna ses paroles dans son esprit. Elle savait qu'elle avait passé la plus grande partie de 2 décennies à faire exactement l'inverse, évaluant presque chaque personne rencontrée selon ce qu'elle pouvait apporter à son entreprise, plutôt que selon ce qu'elle était réellement. Elle admit, avec une certaine réticence, qu'elle s'était tellement habituée à être entourée de gens qui attendaient quelque chose d'elle qu'elle avait presque oublié ce qu'était une conversation ordinaire, sans défense et sans calcul. Ethan lui répondit avec douceur qu'il n'était jamais trop tard pour réapprendre cette compétence-là. Parfois, il suffisait d'une matinée inattendue, d'une voiture en panne et d'un vieux camion s'arrêtant sur le bord d'une route vide pour rappeler à quelqu'un ce qui comptait. La pluie continua à tomber doucement autour d'eux tandis qu'ils marchaient. Aucun ne semblait pressé d'atteindre le bout du chemin, et tous deux savaient silencieusement que cette conversation avait pris plus de valeur que tout ce qui les attendait à l'intérieur du domaine. Lorsqu'ils approchèrent de l'entrée, où les derniers invités se disaient au revoir, Céleste se tourna vers Ethan avec une question en formation dans son esprit. Elle ne l'avait pas préparée, mais soudain elle ne put la retenir. Elle pensa à l'accord qu'elle était venue obtenir, au partenariat qui allait remodeler l'avenir de son entreprise, puis comprit que la découverte la plus précieuse de cette journée n'était pas un contrat. Elle se tenait à ses côtés, dans une veste de flanelle humide de pluie, entièrement indifférente à l'idée d'impressionner qui que ce soit, elle comprise. « J'ai une proposition, dit Céleste en se tournant pleinement vers lui lorsqu'ils s'arrêtèrent sous l'entrée couverte. Pas celle dont nous avons parlé à l'intérieur. Quelque chose de différent. » Ethan l'étudia un instant. La curiosité remplaça la neutralité calme qu'il avait portée durant la plus grande partie de la journée. Céleste expliqua, en choisissant ses mots avec soin, qu'elle voulait lui offrir un rôle de partenaire stratégique au sein d'Ashford Dynamics. Ce n'était pas à cause de sa réputation, ni du poids que son nom pouvait avoir dans l'industrie, mais à cause de l'intégrité qu'elle avait vue de ses propres yeux au cours d'une seule matinée imprévue. Elle lui dit clairement qu'elle avait construit sa carrière entourée de personnes qui plaçaient l'image et le pouvoir de négociation au-dessus de presque tout, et que rencontrer quelqu'un qui ne valorisait ni l'un ni l'autre lui avait montré, de façon aussi inattendue que profonde, ce qui manquait peut-être à sa propre entreprise. Ethan l'écouta sans l'interrompre. Son expression demeurait réfléchie. Il pesait ses paroles avec la même attention soigneuse qu'il avait accordée à chaque conversation depuis leur rencontre sur cette autoroute trempée de pluie. Lorsqu'elle eut terminé, il ne répondit pas immédiatement. Il prit un long moment pour considérer l'offre plutôt que de parler par politesse ou flatterie. Enfin, il déclara qu'il l'envisagerait, mais seulement à certaines conditions qui comptaient pour lui bien plus que n'importe quel titre ou participation au capital. Il voulait une transparence totale dans chaque décision touchant les personnes qui construisaient réellement les produits de l'entreprise, et pas seulement les chiffres d'un bilan. Il voulait que la culture de l'organisation traite les ingénieurs et les travailleurs avec le même respect que celui habituellement réservé aux investisseurs et aux dirigeants. Et il voulait que chaque décision majeure privilégie l'intégrité technique à long terme plutôt que le profit à court terme, même si cela impliquait une croissance plus lente ou des conversations plus difficiles avec des actionnaires impatients. Céleste accepta sans hésitation. Elle reconnaissait dans ces conditions les principes exacts qu'elle souhaitait depuis des années voir davantage incarnés par sa propre entreprise. Au cours des mois suivants, Céleste et Ethan travaillèrent étroitement ensemble et bâtirent une nouvelle initiative technologique depuis le début, une initiative conçue autour des valeurs sur lesquelles il avait insisté dès leur première véritable conversation. Ethan apportait son expertise d'ingénieur et son leadership discret, méthodique. Céleste apportait sa vision stratégique ainsi que sa compréhension durement acquise de ce dont le marché avait réellement besoin, plutôt que de ce qu'il semblait seulement vouloir. Leur partenariat ne se fit pas sans friction.
Des désaccords naissaient naturellement entre deux personnes déterminées, habituées à guider plutôt qu'à suivre. Mais ils traversaient ces moments avec un respect mutuel qu'aucun des deux n'avait espéré trouver aussi facilement. Lentement, presque sans qu'ils le remarquent pleinement, le projet devint plus grand que ce que l'un ou l'autre avait imaginé au départ. Un reflet véritable de tout ce qu'ils croyaient qu'une entreprise pouvait devenir. La nouvelle se répandit dans l'industrie. Ashford Dynamics s'était associé à l'ingénieur et investisseur insaisissable dont le nom avait disparu des manchettes des années auparavant. Les spéculations sur les détails de leur collaboration ne firent qu'accroître l'intérêt pour ce qu'ils construisaient. Lorsque le projet fut finalement lancé, des mois plus tard, son succès dépassa presque toutes les attentes. Il fut salué non seulement pour son innovation technique, mais aussi pour l'approche transparente et centrée sur les personnes qui avaient guidé son développement depuis le départ. Analystes et concurrents peinaient à comprendre comment la très réservée Ashford Dynamics était soudain devenue connue pour une culture d'ouverture et d'intégrité, sans savoir que la réponse avait commencé littéralement sur le bord d'une autoroute pluvieuse, avec un inconnu et son vieux pick-up. À l'intérieur de l'entreprise, les employés remarquèrent ce changement bien avant les analystes extérieurs. Ils décrivaient une évolution dans la façon dont les décisions étaient prises et expliquées. La direction montrait une nouvelle disposition à reconnaître l'incertitude au lieu de la masquer derrière un langage assuré destiné à rassurer les investisseurs. Les ingénieurs, qui s'étaient autrefois sentis comme des pièces remplaçables dans une machine beaucoup plus grande, se retrouvèrent invités dans des conversations auparavant réservées aux seuls cadres. Leurs inquiétudes techniques étaient traitées comme une contribution essentielle, et non comme des retards gênants. Céleste prit l'habitude de parcourir elle-même l'atelier de production au moins une fois par semaine, ce qu'elle faisait rarement les années précédentes. Souvent, elle y trouvait Ethan déjà arrivé avant elle, les manches retroussées, en train de discuter d'un petit problème de conception avec un technicien 2 fois plus jeune que lui. La culture de l'entreprise ne se transforma pas du jour au lendemain, et il y eut des revers en chemin, des moments où les vieilles habitudes ressurgissaient et devaient être corrigées avec patience. Pourtant, la direction prise par la société avait changé de façon incontestable, et la plupart des personnes qui y travaillaient en ressentaient la différence. Le soir de la célébration officielle du lancement du projet, dans une salle lumineuse remplie d'employés, de partenaires et d'investisseurs ayant tous joué un rôle dans la réalisation de cette vision, Céleste se retrouva debout à côté d'Ethan, près d'une fenêtre donnant sur la ligne d'horizon de la ville. Les lumières se brouillaient légèrement sous une fine pluie du soir, semblable à celle qui les avait réunis des mois plus tôt. Elle le regarda longuement, se souvenant de la version de cette journée où elle avait supposé sans y penser que l'homme silencieux en veste de flanelle n'était qu'un inconnu offrant une petite gentillesse durant un après-midi difficile. « C'est étrange, dit-elle enfin avec un vrai petit sourire. Le trajet le plus important de toute ma carrière a commencé parce que je suis monté dans le mauvais camion, au bord d'une autoroute vide. » Ethan lui sourit à son tour, avec ce même sourire calme et patient qu'elle avait appris à reconnaître au fil de leur partenariat. « Ce n'était peut-être pas le mauvais camion, dit-il doucement. C'était peut-être exactement celui dont vous aviez besoin. » Dehors, la pluie qui les avait accompagnés pendant une si grande partie de leur histoire commença enfin à faiblir. Elle se réduisit à une brume douce, puis s'arrêta complètement. Les nuages se séparèrent lentement, révélant au-dessus de la ville la première lumière pâle du soir. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. Ils se contentèrent de rester ensemble dans le calme, regardant la lumière changer sur cette ligne d'horizon qu'ils avaient contribué à transformer, portant tous deux la compréhension silencieuse que certains des voyages les plus importants d'une vie ne commencent pas par de grands projets, mais par la décision imprévue de faire confiance à un inconnu sur une route vide, trempée par la pluie.